Tennis, it's time. Time. En général, on boit un petit verre, on crache et puis on va s'échauffer sur le coup. Là, c'est pas la peine de s'échauffer un tout petit peu. Bonsoir, par contre. Je sais que vous avez attendu un tout petit peu. Et je vous en remercie, puisque rester dehors, il commence à faire frais. Contrairement aux nuits parisiennes, puisque vous allez assister à un débat sur les nuits parisiennes qui sont largement chaleureuses, voire bouillonnantes. Ça tombe bien de parler des nuits parisiennes, puisque ce soir il y a une opération Nuit Noire. Je trouve que c'était un beau clin d'œil. Oui, on va éteindre tous les monuments à je sais pas quelle heure, ouais, à 22 h, donc la Tour Eiffel va s'éteindre. Je pense que les Parisiens vont être déboussolés. Et j'ai appris d'ailleurs un truc, c'est que grâce à ça, on peut quand même limiter la casse sur la biodiversité. C'est-à-dire qu'il y a des insectes qui se fracassent contre les lampadaires et les éclairages publics. Et voilà, il y a un décès. Sauvons, oui, mais sauvons les insectes. Faut-il présenter Frédéric Becbédé? Bien sûr, on le présente, avec les conversations d'un enfant du siècle, qui tente, comme il le dit, toujours de sauver la littérature qui est un chef-d'œuvre en péril. C'est chez Grasset. C'est les rencontres pour des raisons télévisuelles ou écrites, journalistiques, d'écrivains sur une quinzaine d'années, fin de 1999 à 2014. Et il y a une rencontre qui est fascinante, c'est Frédéric Becbédé avec Frédéric Becbédé. Et alors, je me suis dit, mais c'est évident, Antoine Debec est historien. Alors Antoine, c'est spécialiste des Lumières on passe au cinéma, qui enseigne à l'école normale supérieure, et puis on arrive après à la vie de Lumière, c'est presque une logique, sauf qu'Antoine ne s'encanale pas du tout la nuit, puisque la nuit, il écrit. Mais Frédéric Becbédé aussi, donc allez comprendre, parce que si je prends d'ailleurs, et oui, je voulais quand même, depuis 10 ans, j'essaie de valoriser les initiatives locales, dire la vie en région avec sa qualité, les nouvelles coopératives, les modalités d'emploi aujourd'hui, d'insertion, et on me dit que tu vas parler des nuits parisiennes. C'est un contre-emploi, comment puis-je vanter les mérites des nuits parisiennes, moi qui n'y participe pas, bien que vivant depuis, enfin habitant, non vivant, habitant depuis 10 ans dans cette ville lumière. Donc les nuits parisiennes, Antoine Debec, c'est un chef-d'œuvre de boulot, de collecte, d'iconographie, les représentations et les tableaux magnifiques des soirées carnavalesques masquées à l'opéra, c'est grandiose. Alors évidemment, on va dire la nuit parisienne, c'est la traduction aussi d'un moment de la société. On va savoir ce qu'elle a pu produire au cours des siècles, cette nuit parisienne, parce que c'est là où c'est intéressant. Et alors, je commence donc par les conversations justement d'un enfant d'un siècle, parce que l'évidence c'était, on a le théoricien, on a le praticien. Donc on va demander, vous savez, ça se passe comment? Raconte-nous. Et je lis donc dans les conversations, j'ai dit conversation, confession tout à l'heure d'ailleurs. Ça va peut-être les confessions d'un... Ben je sais, oui, mais enfin bon, confession 2, quand... Frédéric interroge Frédéric, dit alors vraiment tu sors beaucoup? Ben, pas tant que ça, 2 fois par semaine, en début de semaine, en fin de semaine, et je fréquente pas plus ces endroits. Ben oui, il y a un temps de récupération entre chaque sortie. Autrefois je pouvais sortir tous les soirs, mais maintenant il me faut 4 jours pour récupérer. Bonsoir, alors oui, je suis très fier d'être invité au rendez-vous de l'histoire, car je ne suis pas du tout historien. C'est un café littéraire. Là. Ah, donc ça va. Oui. D'accord, ok. Et je viens en réalité en tant que témoin pour valider ou pas cet essai très ambitieux, historique d'Antoine Debec sur les nuits parisiennes. Alors je n'étais pas présent dans les nuits du XVIIIe et XIXe siècle, ni même au début du XXe siècle. Donc ce sont ces endroits-là que j'ai préférés dans le livre, puisque j'ai eu l'impression de pouvoir sortir encore plus dans des siècles différents, dans des endroits qui n'existent plus. C'est ça qui est merveilleux, je trouve, dans ce livre. On est un peu jaloux de toutes ces générations qui nous ont précédés. De toute façon, c'est un mouvement naturel. Moi, je suis né en 1965, alors je suis jaloux de l'après-guerre. J'ai l'impression qu'ils se sont beaucoup amusés à Saint-Germain-des-Prés dans l'après-guerre, mais je suppose que les gens qui ont vécu l'après-guerre étaient jaloux des années folles, et que ceux des années folles étaient jaloux de la belle époque. Et ce livre nous permet de traverser toutes ces fiestas endiablées.
Frédéric, Oui. sérieusement, Oui. les nocturnes d'aujourd'hui ont une nostalgie, un référent dans le passé, où on fait table rase et il se passe autre chose. Je ne sais pas si tous les noctambules qui vont en boîte le samedi soir réfléchissent au destin des nuits dans l'histoire, entre deux chocs de vodka, mais certaines personnes un peu étranges et angoissées s'intéressent et comparent et imaginent peut-être les autres générations. Voilà, ils se comparent aux autres générations. C'est vrai que la difficulté, j'imagine, pour Antoine, ça a dû être de reconstituer les nuits, par exemple, à l'époque, au XVIIIe, juste avant la Révolution. Là, ça a dû être un travail plus compliqué que de regarder les photos du palace ou des bains-douches. Ouais. Moi, ça m'a énormément intéressé. Alors, j'ai essayé de réfléchir, puisqu'on est dans un endroit très sérieux sur l'histoire. Je pense que ce travail peut être apparenté à celui de Fernand Braudel ou de Georges Duby, c'est-à-dire l'école des annales, qui consiste à récapituler l'histoire à travers un angle très précis. Quelquefois, les annales, c'est un gros mot, hein, ici, c'est isolé. Non, mais vous voyez, c'est que finalement, ce qu'il fait, c'est la même chose que ces grands historiens, c'est de prendre un prisme qui permet de remonter le temps et de regarder et de comparer les époques. Moi, je trouve que ça m'a beaucoup intéressé, et ça justifie évidemment toute l'ivresse et toutes les gueules de bois passées. Tout d'un coup, grâce à ce livre, on peut sortir et se sentir profond. Voilà. Sérieusement, Frédéric, est-ce qu'il se produit quelque chose aujourd'hui dans les nuits parisiennes? Est-ce qu'il y a, on peut dire, peut-être pourquoi pas, je sais pas, un nouveau mouvement de pensée, un élan créatif, pourquoi pas littéraire, même si donc la littérature est en péril et menacée aujourd'hui? Oui, non, mais c'est que la réponse spontanée que ferait toute personne un peu sensée, c'est de dire que c'était mieux avant, et il faut y résister. Il faut résister à cette tentation parce que c'est toujours faux de dire ça. Il y a des nouvelles musiques, de nouveaux lieux, de nouvelles manières de faire la fête, de se rencontrer, de s'éclater. Il y a des nouveaux produits d'ailleurs. Voilà, on peut toujours essayer de nouvelles drogues. Donc je veux dire, c'est vrai que c'est en constante évolution. Et pour un écrivain, pour un romancier par exemple, c'est aussi un prisme. C'est aussi une manière de truchement qui permet de résumer une société. Moi, c'est ça qui m'a intéressé. J'ai fait plusieurs livres qui se passent la nuit. Vacances en commun se passe dans une boîte de nuit de 7h du soir à 7h du matin. Et j'avais l'ambition folle de résumer mon époque en une nuit. C'était une idée que j'avais humblement volée à James Joyce, puisque, comme vous le savez, dans Ulysse, il résume tout l'univers en une journée à Dublin. Et je crois que, voilà, utiliser la nuit comme une manière d'éclairer, de magnifier, de rendre féerique une époque donnée, c'est un concentré de la société, la nuit. Voilà. Et je pense que c'est peut-être ça qui nous rapproche, cette idée-là de départ que Antoine va maintenant expliquer, parce que je pense que c'est important de lui passer la parole quand même. Bien sûr, non, on va le faire. Si, il y a encore une question. Edith Milon, ça vous dit quelque chose? Edith Milon, mais je l'ai connue à Sciences Po. Ouais. Elle était Mylène Kaski, la chanteuse Edith Milon, ouais. Elle était élève dans la Parce que la sœur d'Antoine sortait avec le batteur d'Edith Milon. Et voilà. Ah bah voilà, comme ça. Ça alors. Elle dit mon seul lien avec la nuit, Antoine, c'est ma sœur qui sortait avec le batteur d'Edith Milon. Même nom qui dit plus rien à personne. Moi, Grand groupe de New Wave. Je vois qu'il y a des gens qui prennent pas de notes. Il faudrait noter ces événements historiques. Alors, il faut dire comment ça s'écrit. Non, mais c'est vrai que comme je le dis en début du livre, je n'ai pas un rapport constitutif avec la nuit. J'ai un rapport de fascination, de lecture. Et donc c'est aussi comme ça que j'ai lu certains livres de Frédéric Beigbeder, puisque il y a en France une tradition, il y a une lignée littéraire comme ça d'écrivains de la nuit, d'écrivains qui, comme l'a très bien dit Frédéric, considère que la nuit est une sorte de
précipité, de concentré, de vie, qu'un monde entier existe à ce moment-là et qu'en comprenant, en saisissant la nuit, en la décrivant, on peut, c'est peut-être une des manières de pouvoir comprendre un moment historique, une société, une civilisation, je dirais presque. Et donc ça, il se trouve que c'est une idée qui a été portée par la littérature française, par une lignée littéraire qui commencerait avec Sébastien Mercier, avec Rétif de la Bretonne, et qui irait effectivement jusqu'à Alain Pacadis, Éric Dahan, Frédéric Becbédé, Guillaume Tustan. Voilà, il y a toute une écriture de la nuit qui, et moi je dirais c'est mon corpus, c'est mon archive hein, en quelque sorte, parce que ça traverse justement toutes les époques. Je pense pour comprendre les années 20, il est très important de lire Aragon, Breton, Apollinaire, comme ça, qui ont saisi quelque chose de la nuit à Montparnasse, par exemple. Et donc, voilà, le projet est né de cela, en fait, plus que d'une fréquentation ou d'une nostalgie d'un Paris. Il ne boit pas, il ne fume pas, et voilà, les seuls qui rencontrent, c'est la bibliothèque. Que je connais mal, mis à part ces quelques expériences, donc entraînées effectivement par ma sœur, ma petite sœur qui était beaucoup plus évoluée que moi, à beaucoup de points de vue, et notamment de ce point de vue-là, et qui, elle, suivait donc son copain, qui était le batteur des Nylons, et c'est comme ça que j'ai pu assister à des choses qui m'ont quand même marqué, des concerts de jam au Palace, des choses comme ça, au tout début des années 80, et c'est vrai que, voilà, ou au bain-douche, mais c'est vrai que c'est pas ça qui m'a construit. Mais voilà, ce livre m'a quand même servi d'une part à retrouver quelque chose qui était né chez moi à ce moment-là, mais surtout à me persuader qu'il s'agissait d'un formidable sujet d'histoire, au sens où voilà, ce qui est futile, ce qui est léger, ce qui peut paraître artificiel, recèle souvent concentré, des condensés de vérité d'une époque. Voilà, je ne suis pas le premier à le lire, je cite dans l'introduction un très beau livre de Louis Chevalier, qui est un historien très, très talentueux et très, très, très singulier, hein, qui a écrit beaucoup sur Paris, sur le peuple de Paris, et aussi sur la nuit, et sur la nuit à tous les sens du terme, évidemment, c'est-à-dire à la fois cette idée, cette envie, ce système, cette organisation de la fête à Paris, hein, qui est une des réputations mondiales de Paris depuis la fin du XVIIIe siècle. Hein. Voilà, l'Europe, la France, le monde vient s'amuser à Paris la nuit. Mais aussi, voilà, c'est toute une ambiance, et je trouvais intéressant cette allusion que vous avez faite au fait, voilà, la nuit noire, tout d'un coup. Hein. D'une certaine manière, on est dans la négation de ce qu'est Paris. Paris, c'est la ville lumière, mais c'est surtout la ville qui a commencé à exister, d'autres grandes capitales européennes, mais sans doute peut-être plus fort que les autres, parce qu'à un moment, on a décidé d'éclairer la nuit et de divertir. Premier éclairage en ordonnance de 1667. Donc ça, c'est le fait, non pas du prince, mais du roi. Enfin, vous me direz, ça n'a pas changé, aujourd'hui c'est le maire. Hein. Le maire dit on éteint les monuments, voilà. 3000 lanternes bougies. Et c'est le premier éclairage parisien. Oui, c'est le maître de la lumière, évidemment, c'est le roi. Hein. C'est lui qui décide à partir d'un certain moment, donc de la fin du XVIIe siècle et de plus en plus au XVIIIe siècle, d'éclairer la nuit, hein, d'éclairer, de rendre une très belle expression, hein, de rendre la nuit le jour. Hein, c'est à la fois pour des raisons, je dirais,
de sécurité, de protection, voilà. Et puis aussi pour des raisons symboliques, hein. La nuit était associée à toute une série de maléfices. C'est un moment diabolique, hein. C'est un moment voilà, où les forces du mal occupent le terrain, parce que justement elles sont seules là. Et tout d'un coup, l'idée d'éclairer, c'est pour le roi un des moyens très très importants, non seulement symbolique mais matériel, d'affirmer son pouvoir. Et donc le pouvoir du roi d'éclairer la nuit s'accompagne de plus en plus au XVIIIe siècle du pouvoir d'amuser le peuple, d'amuser ses peuples, et de les divertir à certains moments, à ces moments de grandes occasions que sont dans la chronique royale les mariages, les naissances, les traités, les victoires. Donc régulièrement, environ 2 ou 3 fois par an, hein, la monarchie amuse à Paris, et donc organise l'éclairage, organise les fontaines à vin, enivre le peuple, et l'amuse et l'intéresse, le fascine, avec aussi toute la vogue des grands feux d'artifice, hein, voilà, la famille Ruggieri. Voilà, la famille Ruggieri, qui est les grands artificiers d'origine italienne, et qui vont offrir au roi ce pouvoir d'émerveiller comme ça. Et il se trouve qu'à un moment, et c'est là où commence, on pourrait appeler la nuit parisienne, hein, et donc c'est là à peu près où commence ce livre, à un moment, les mêmes personnes, d'ailleurs, qui ce sont les Ruggieri aussi, vont ouvrir des espaces où ce n'est plus le roi qui décide, hein, ce n'est plus le roi qui amuse, ce n'est plus le peuple de Paris qui, dans sa diversité et dans sa masse et dans parfois son inconscience du danger, puisque c'est des choses qui peuvent être très dangereuses. Il y a plus de 100 morts, par exemple, dans les rues de Paris, dans la nuit de Paris, au moment du mariage du futur Louis XVI avec Marie-Antoinette, hein. Donc voilà, il y a des bousculades, il y a des grandes critiques contre ce type de fait. Et tout d'un coup, on va s'ouvrir des espaces privilégiés et des espaces spécifiques de la nuit qui marquent une forme de privatisation de la nuit. Voilà, tout d'un coup, vont ouvrir... par exemple, le Colisée en 1771, un espace clos, hein, dédié à la nuit, où on s'amuse, où on vient voir des événements, des spectacles, on vient danser, on vient écouter de la musique, on vient se promener aussi, des promenades nocturnes, on vient là où évidemment c'est éclairé, on est en sécurité, on se sent en sécurité pour faire la fête. Et puis très vite aussi va ouvrir le Palais Royal, hein, le Palais Royal qui va être sous la protection de la famille d'Orléans, sous la protection du duc de Chartres, le premier haut lieu festif parisien qui va faire la réputation nocturne de Paris, attirer comme ça de l'Europe entière des curieux, des festifs, tout un monde de la nuit, un monde qui se met en place aussi à ce moment-là, de gens plus ou moins jeunes qui ont envie de s'amuser, qui ont envie de participer de ce qui est quelque chose une sorte de civilité du moment. Hein, par exemple, on se représente souvent les salons, les fameux salons parisiens, hein, comme des lieux politiques, des lieux philosophiques, où on discute de façon très très serrée sur les idées politiques, les idées philosophiques, avec un esprit d'ailleurs assez subversif. C'est vrai, il y a ça dans les salons, mais ce qui fait le sel du salon, si je puis dire, ce qui attire, c'est aussi que les salons sont un lieu où on s'amuse, hein, où on joue au jeu énormément. Ce sont des tripots aussi, les salons, où on dîne évidemment, mais aussi on s'amuse, on fait des jeux de société, des jeux mondains, on danse. Voilà, il y a tout un espace festif, nocturne, hein, qui se met en place, une sorte de civilité nocturne comme ça qui se met en place à la fin du XVIIIe siècle et qui va créer cet espace spécifique des nuits parisiennes. Donc le livre s'ouvre un peu sur cette période-là qui est une période assez fascinante, effectivement, parce qu'on voit vraiment se créer quelque chose qui est à la fois une spécificité de Paris,
et qui en même temps est, je dirais, un trait de civilisation, hein, tout simplement. C'est-à-dire cette idée que c'est aussi dans cette frivolité-là, dans ce divertissement que finalement que circulent aussi les idées politiques, voilà, ce qu'on a tendance à séparer généralement la sphère intellectuelle, la sphère politique, de la sphère de l'amusement, de la sphère du divertissement. Tout ça en fait est extrêmement lié et que ça fonde la même, ça définit la même civilité. Non, d'un seul coup j'avais un changement de son, je regardais le technicien parce que c'est mon chef d'orchestre. Puis de temps en temps il me donne le temps, il me dit fais comme ça, je fais gaffe. J'essaie quand même de comprendre une chose, parce qu'il y a un glissement d'abord des lieux, hein, et puis de la population qui est concernée. Parce qu'il y a le fait du roi qui veut amuser le peuple, et puis c'est sa gloire évidemment, c'est de se mettre en lumière dans tous les sens du terme. Et puis à un moment donné, la soirée commence à se privatiser, comme vous le racontez. Et là, est-ce qu'il y a vraiment une différence, comme disait Catherine Millet à Frédéric, les bobos sont canailles, c'est lorsqu'elle défendait la prostitution, elle dit, oui, l'opposition, on va dire, vous voyez, c'est les bobos qui sont canailles, ça c'est Frédéric qui lui envoie ça dans les dents. Est-ce que c'est pas les bobos qui sont canailles à ce moment-là, lorsque les soirées parisiennes deviennent très privées? Alors, je pense que c'est au cœur de l'alchimie de la nuit parisienne. Ça, Frédéric pourra en parler. Frédéric Becbédé pourra en parler beaucoup mieux que moi. Je parle dès le 18e. Oui, bien sûr. C'est un phénomène qui commence au XVIIIe siècle et qui va connaître son apogée, on va dire, en 1900. Hein. Cette idée que la nuit est aussi ce qui permet de faire circuler non seulement l'alcool, les interdits, la sexualité, la séduction, comme ça, mais aussi c'est un formidable mélangeur social, la nuit. Hein. C'est à ce moment-là que toute une série les barrières sociales évidemment existent, mais on joue avec énormément. Hein. Et ça, effectivement, on joue avec à tous les sens du terme. Il y a ce phénomène d'encanaillement des élites. Hein. Ça, il est sûr que aussi bien par exemple les aristocrates à la fin du XVIIIe siècle adorent parler en poissard, ils adorent se déguiser en poissard, ils adorent prendre une apparence populaire et un parler populaire, c'est une sorte de travestissement populaire. Et inversement, évidemment, le peuple, voilà, il y a toute une fascination pour les élites aristocratiques, mais il y a aussi un vrai contact qui se passe. Hein, par ascension sociale, par ambition, par rencontre. La nuit est ce moment où les rencontres sont rendues possibles entre un moins que rien, parce qu'il est beau, par exemple, hein, tout simplement, il est magnifique, et voilà, un grand du royaume va s'enticher de lui. C'est une rencontre, pour une femme, bien sûr, aussi, et tout ça est très fluide, quoi. Il y a une sorte de fluidité, de souplesse de la rencontre, évidemment, qui est quelque chose qui est essentiel aux nuits et qui fait l'ambiance festive à Paris. Hein. Cette idée que tout est possible, y compris dans la rencontre entre les classes. Alors évidemment, au XVIIIe siècle, et de plus en plus, jusqu'au moment où la nuit devient un véritable système, hein, moi ce que j'appelle la nuit absolue, tout ça est mis en... Il y a une organisation de plus en plus, il faut le dire, commerciale de la nuit. Hein. C'est une entreprise, la nuit. Voilà, quand le Moulin Rouge se crée à la fin du XIXe siècle, que les cafecons, tous ces hauts lieux de la nuit à la fois mêlent les conditions et évidemment une prostituée reste une prostituée, hein, et un ouvrier qui, parce qu'il est là et tout d'un coup fait oublier sa condition, à un moment quand il sort du Moulin Rouge, il est toujours ouvrier, hein, ça c'est sûr, et inversement un aristocrate ou un riche bourgeois reste
dans sa classe. Donc la nuit est un espace à la fois de rencontre et un espace aussi de, non pas de ségrégation sociale, mais en tout cas d'humiliation sociale aussi permanent. Hein. C'est quelque chose de... Voilà, on reste dans sa condition, même si un temps peut être éphémère, parce qu'il est éphémère, justement, tout se brouille, tout se travestit, tout peut changer. Hein. Mais bon, l'organisation commerciale de la nuit fait quand même que, évidemment, le capitalisme est là aussi pour divertir, pour amuser. C'est le capitalisme a succédé au roi, hein, parce que il sait que une partie de son attractivité, de sa séduction, elle est aussi nocturne, elle est aussi dans ce divertissement nocturne. Vous, Frédéric, vous témoignez d'une mixité sociale dans les nuits parisiennes ou pas? Ça existe, oui, ça existe. L'inverse aussi. La lutte des classes ne s'arrête pas la nuit. Hein. Il y a des endroits privés où les gens préfèrent être entre mêmes membres de la même caste. Et puis il y a d'autres lieux qui permettent un mélange. Mais c'est intéressant parce que ce que dit Antoine, Proust l'a très bien expliqué aussi. Finalement, quand il s'intéresse aux soirées de Madame de Guermantes ou au dîner de Madame Verdurin, il montre très bien comment le snobisme continue et que les gens peut-être parfois sont admis ou pas admis. De toute façon, même s'il y a quelque chose qui se passe, par exemple de sexuel avec des personnes socialement inférieures, c'est évidemment épouvantablement cloisonné de toute façon. C'est pour ça d'ailleurs que... C'est oublié le lendemain. Oui, ça permet en fait, justement, une fois de plus, en décrivant des événements apparemment frivoles, Proust, entre autres, il y en a beaucoup d'autres, décrit très très bien la France et Paris. Mais je me demandais, parce que c'est vrai que Antoine vient d'expliquer pourquoi il a décidé de commencer au XVIIIe, mais est-ce que vous ne vous êtes pas posé la question, par exemple sur le Moyen-Âge à Paris, sur, je sais pas, par exemple les balles qu'il pouvait y avoir? Bien sûr, bah, si, je me suis posé la question, mais c'est vrai que... Il n'y avait pas d'éclairage. Voilà, j'ai commencé avec la lumière. J'ai commencé avec la lumière, d'une part, et puis d'autre part, je pense qu'il y a quand même une sorte de cohérence, je dirais une sorte de cohérence civilisationnelle. Voilà. Il y a une civilisation de la nuit qui naît quand même à la fin du XVIIIe siècle et qui se poursuit aujourd'hui, même si, et là je suis absolument d'accord avec vous, je crois qu'il faut se méfier des discours de déploration. La nuit à Paris c'est fini, c'est un discours qu'on entend dès la fin du XVIIIe siècle en fait, dès ce moment où justement ouvrent des lieux qui sont spécifiquement dédiés à la nuit. Il y a Mercier le premier à dire qu'on s'amusait tellement mieux avant quand par exemple le roi ouvrait ses fontaines à vin aux quatre coins de Paris. Voilà, il y a ce discours de la nostalgie de Paris, hein, du vieux Paris, on va dire. C'est un discours qui évidemment se greffe sur la nuit parisienne. Parce que la nuit parisienne va épouser un petit peu toutes les mues, toutes les métamorphoses de Paris. Hein. Évidemment, la nuit va épouser les grands travaux d'Haussmann au milieu du XIXe siècle, va épouser la nuit va tout d'un coup s'électrifier. Au début du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe siècle, avec le métro, la nuit va devenir beaucoup plus rapide, on peut aller d'un endroit de Paris à un autre beaucoup plus vite, donc les lieux festifs de Paris vont tout d'un coup devenir plus nombreux, la géographie va bouger, etc. Donc à chaque mutation, à chaque métamorphose de Paris, correspond à un discours de déploration de ce nouveau Paris qui regrette l'ancien
Et c'est vraiment typiquement un discours de noctambule. Et à la fois, ça dit quelque chose qui n'est pas faux. Je pense que moi j'aime beaucoup ce que j'aime le mieux, par exemple dans le film de Woody Allen, Midnight in Paris, qui est vraiment construit sur ce modèle-là. C'est-à-dire que voilà, le personnage d'aujourd'hui qui trouve que vraiment on s'ennuie, même à Paris on s'ennuie, est transporté miraculeusement comme ça dans la nuit des années 20 et ne cesse de rencontrer des gens qui lui disent « Ah, c'était tellement mieux la nuit au Moulin Rouge avant la guerre ». Et à la fin du film, il se retrouve au milieu d'un French cancan endiablé et les vieux barbons lui disent « Ah, qu'est-ce que j'aimais la nuit sous le Second Empire ». Donc voilà, c'est cet enchaînement, cet emboîtement comme ça des nostalgies, des regrets, c'est à la fois un discours... moi, ce qui m'intéresse dans ce discours, c'est pas ce qu'il dit fondamentalement, puisque je pense que c'est... Voilà, on est devant une ancienne, quelque chose de formellement très répétitif, mais c'est plutôt ce qu'il produit comme texte. Il y a des magnifiques... Cette déploration de Paris produit des magnifiques textes de la mélancolie de Paris. Voilà. Je suis très impressionné d'ailleurs par la liste et la profusion de la littérature, en particulier au 19e, sur les nuits parisiennes, coulisses et mystères nocturnes de la capitale, Pierre Cuisin, les 12 heures de la nuit du poète Clovis Michaud, la nuit de Paris, chapitre du 3e volume de l'ouvrage d'Eugène Briffaut, Paris, ou le livre des 101, Paris la nuit, pièce du Petit, etc. etc. Il y a un genre littéraire. Il y a une littérature absolument foisonnante. Je pense que c'est au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, aux années 30. C'est peut-être... disons, de ce que vous citez là, à Léon-Paul Fargue, à Aragon, au surréaliste, à Carco, voilà, à Macorlan, on est vraiment devant ce qui est, je pense, le genre dominant de la littérature parisienne. C'est vraiment quelque chose qui est absolument foisonnant et qui bon, à la fois nourrit ce livre, hein, vous l'avez compris, mais qui aussi, je trouve, quelque chose qui... C'est ça qui est intéressant aussi dans cette littérature, c'est qu'elle parvient à la fois à décrire de façon souvent très très juste et très vivante la nuit parisienne, et en même temps elle n'arrive jamais à saisir vraiment son aura, son mystère, ce qui vibre à Paris, quoi. Et je pense qu'il faut plutôt lire les poètes, voilà. Baudelaire, Nerval. Parce que si on lit Eugène de Mirecourt, ô nuit, déesse paresseuse endormie là-haut sur ton char d'étoiles, voilà la métaphore, descends et viens me prendre avec toi pour me faire planer sur la ville immense qui s'illumine et s'anime. Il est fumé. Non, c'est moins bien que je t'adore à l'égal de la voûte nocturne, ô vase de tristesse, ô grande taciturne. C'est aussi un des intérêts en même temps de cette littérature et je dirais de la culture de la nuit, c'est qu'elle produit, du sens commun. Elle produit ces métaphores qu'on retrouve, Paris, la nouvelle Babylone, tout ça est quelque chose qui est très très présent dans la littérature et aussi dans l'imagerie. Hein. Bon, le livre en profite largement puisque c'est un livre qui... Il y en a une profusion aussi. Profusion de... Alors les représentations, les inventions, alors par exemple on crée le Vauxhall. Alors oui, ça c'est un modèle anglais. C'est magistral, c'est magnifique. C'est une mise en scène, un décor prestigieux. C'est une sorte on appelle ça le Vauxhall, le Tivoli, le Colisée. C'est une sorte de grand espace dédié à l'amusement nocturne, magnifiquement éclairé, et qui permet donc à parfois plusieurs milliers de personnes de participer à ce divertissement nocturne, à apprécier toute une série de spectacles, toute une série de concerts, de balles, et tout ça, c'est vraiment une tradition qui se perpétue jusqu'à la Belle Époque, voilà, jusqu'au Moulin Rouge un petit peu, le Moulin Rouge est célèbre pour son cancan, pour son French cancan, mais il faut savoir que c'était un lieu qui pouvait attirer 5000 personnes, hein. C'était une sorte d'enclave de la nuit parisienne dans le Paris canaille. Tout d'un coup, on allait à la butte, la butte des plaisirs à Montmartre, sous Montmartre, et là on allait pouvoir rencontrer
les filles, les prostituées, les apaches qui allaient être là et qui sont presque comme en démonstration. C'est une sorte de musée, de zoo presque, comme ça, où on va s'encanailler, on va s'amuser en assistant aussi bien à un concert de musique, de pétomane, on va voir le cancan, on peut danser, on va voir le grand éléphant, le Zidler, l'entrepreneur qui a fondé le Moulin Rouge, a récupéré dans l'exposition de Universel à Paris, quelques mois plus tôt, il a récupéré l'éléphant, un éléphant de 10 mètres de haut, comme ça, qui est un décor absolument étonnant dans lequel on peut circuler, on peut s'amuser. Voilà, bon, je dirais pas que c'est une sorte de Disneyland, mais il y a cette idée de créer un espace de la nuit qui soit spécifique à l'amusement nocturne, et qui en même temps dit, je pense, c'est un espace comme ça où au même moment, les Folies Bergères ou Monsieur Maxime, dans la diversité des aménagements, de la topographie de ces lieux, disent profondément quelque chose sur la société du moment, quoi, sur cette façon d'organiser la nuit pour qu'elle, à la fois pour qu'elle fasse oublier le jour, hein, il faut s'amuser, hein, et puis pour que tout d'un coup, il y a une sorte de précipité de la société qui s'engouffre dans ces lieux, puisque là, on n'est pas du tout dans des lieux aristocratiques, on est vraiment dans des lieux largement populaires, qui sont fréquentés par un échantillonnage social absolument complet. C'est ça la grande force de la nuit parisienne à la fin du 19e siècle, c'est que tout le monde participe de cela, et tout le monde... Beaucoup sont aussi exploités par ça, évidemment, mais on est devant un échantillonnage complet de la société, ce qui évidemment sera beaucoup moins le cas après la grande guerre et la purge de la grande guerre. Voilà, tout d'un coup, après, l'amusement, il est quand même réservé ensuite à une élite sociale, artistique, intellectuelle, et qui va réussir à fabriquer et refabriquer de la nuit, mais en même temps... il y a une vraie cassure à ce moment-là. Est-ce que la ville lumière, comme le lampadaire attire les insectes, attire les provinciaux? Il y a un tourisme de la nuit, oui, c'est un tourisme qui se met en place de façon assez massive, hein, à la fin du 19e siècle, et qui va évoluer, bien sûr, puisque on va ensuite des avions entiers d'Américains vont arriver à Saint-Germain-des-Prés au début des années 50 pour aller dans les caves qu'on leur a décrites dans les revues ou les journaux qu'ils ont lus au Tabou. Voilà. Et alors évidemment, c'est une sorte une nuit qui est un petit peu frelatée, évidemment, qui évidemment se reconstitue aussi autour de ce tourisme, c'est-à-dire que les Apaches vont se mettre à jouer aux Apaches pour qu'on vienne les voir, pour qu'on vienne les photographier, pour qu'on vienne les apprécier, les corrompre aussi, hein, les payer, hein, pour ça, et de la même manière avec les clubs de Saint-Germain, voilà, le Flore va profiter, c'est de la bonne aubaine commerciale aussi, ce tourisme, hein, mais il se met en place, et voilà, les tournées des Grands-Ducs, par exemple, à la fin du 19e siècle, c'est une sorte de... Voilà, les familles, des couples de bourgeois comme ça qui sont entraînés par un guide pour visiter les bouges, les tavernes, les lieux malfamés, en même temps protégés, voilà, et qui se font peur comme ça, qui s'encanaillent tout d'un coup. C'est vrai que ça produit un véritable tourisme. Alors moi je voulais quand même prendre votre place. Parce que grâce à Frédéric, j'ai découvert un livre qui paraît là dans quelques jours chez Assouline, qui s'appelle le Cacaz, qui est ce lieu, le Cacaz Club. On n'est pas dans le Cacaz. qui est ce lieu fondé entre autres par Frédéric Beigbeder en 84. Alors,
je plaide absolument coupable. Il est absent de mon histoire des nuits parisiennes. C'est évidemment une. Et Frédéric n'est pas cité d'ailleurs. Si, Frédéric est cité. Ouais, bien sûr. J'ai lu le livre, j'ai pas vu. Ah bah oui, il est cité, mais bon, il aurait dû être beaucoup plus présent, à la fois pour le Cacas Club et puis pour ce. Alors, je peux expliquer pourquoi il n'est pas dans le livre au sens, le Cacas Club, parce que c'est vrai que c'est un petit peu le prolongement, un des prolongements possibles de l'esprit Palace, comme ça. Et moi, je termine le livre, même s'il y a un dernier chapitre un peu conclusif sur voilà, ce discours, est-ce que la nuit est finie? J'essaye de répondre de façon un petit peu équilibrée à cette question. Mais le livre se termine quand même avec la fin du Palace, et notamment toute cette série de morts, hein, puisque c'est aussi la nuit, c'est aussi une histoire assez dramatique, assez tragique, avec la mort de Fabrice Emmer, qui est le fondateur du Palace, avec la mort de Pacadis, le suicide de Pacadis, avec la mort de Pascal Augier aussi, hein, sorte de princesse de la nuit comme ça qui meurt en 84. Tout ça se concentre en quelques années, hein, entre 82, 84, 85. Il y a quelque chose qui disparaît de façon brutale, qui fait que voilà, il y a quelque chose de la nuit qui part à ce moment-là, et c'est vrai que c'est précisément à ce moment-là que toi tu relances en quelque sorte l'esprit de la nuit. Donc j'aurais aimé que tu parles un petit peu de ce Cacas Club. Non, mais c'était, oui, enfin, c'était une sorte d'association de jeunes malfaiteurs, exactement, comme une sorte de secte aussi, qui essayait de réveiller la nuit au moment où peut-être elle souffrait. Et donc c'était des soirées itinérantes. J'avais entendu parler de ça, ça existait dans d'autres villes, mais ça n'existait pas à Paris. Les mêmes personnes envahissant un club différent tous les mois. Le Castel, voilà. Le Boy, voilà, le Palace, les Bains, l'Élysée Matignon qui n'existe plus, Régine, enfin plein d'endroits, et à chaque fois on arrivait, on se tenait très très mal, on était déguisés, et puis tous les mois, ça a duré 10 ans, on faisait ces soirées, et il y avait aussi l'arrivée de la starisation des DJ, parce qu'auparavant on ne savait pas trop qui passait la musique quand on allait dans une boîte, puis tout d'un coup on savait, on connaissait le nom du DJ, donc par exemple David Guetta était souvent notre disc jockey, il a bien réussi, beaucoup mieux après, et donc c'était à la fois ça, la naissance de beaucoup de choses finalement, qui font aujourd'hui la nuit telle qu'on la connaît, mais ce qui est très bien, c'est que justement, ce livre sur le Cacas Club est peut-être la suite du vôtre, donc c'est bien, on se complète. Non, mais il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce qui a été dit. Ce qui est frappant, en fait, c'est que la nuit déteint sur la politique. Un exemple énorme, c'est quand même que donc, les premiers établissements nocturnes à Paris ouvrent, peu de temps après, il y a la Révolution. Quelle erreur le roi a eu d'autoriser ça. S'il avait su, il aurait sans doute interdit aux gens de sortir et créé un couvre-feu. Le fait que les gens aient commencé à aller au Colisée, à s'amuser, à discuter... Le Palais Royal a été un lieu très très politique. Bien sûr, et tout ça, donc la nuit peut transformer la société aussi. Et réciproquement, je crois que donc la nuit déteint sur le politique déteint sur la nuit. Et c'est peut-être ça aujourd'hui le problème. C'est qu'aujourd'hui, évidemment, il y a beaucoup d'interdictions, il y a beaucoup de... quelque chose, par exemple, qui traverse, c'est assez frappant, le livre d'Antoine Lebecq, c'est cette question de la prostitution. À partir du moment où, en 1946, les maisons closes sont fermées, et il y a évidemment, qu'on le veuille ou non, Paris cesse d'être une ville qui attire tous les obsédés sexuels du monde. Et Antoine citait les Américains qui venaient à Paris après la guerre, mais ils venaient aussi énormément pendant la Prohibition. L'alcool étant interdit chez eux, ils venaient à Paris parce qu'on pouvait boire, tout simplement, c'était légal. Il y avait des filles, il y avait de l'alcool, et dans les années 20, c'est pour ça qu'Hemingway
et Fitzgerald se sont saoulés la gueule ensemble à Montparnasse. Une autre chose frappante en lisant le livre, je dis plein de choses en vrac, mais c'est vrai que je suis très épaté par son travail, c'est le fait que je crois que Paris est la seule ville au monde où les endroits changent aussi peu. C'est-à-dire que on retrouve Maxime quasiment dans chaque chapitre du livre, depuis son ouverture qui doit dater de fin 19e. C'est l'endroit vraiment le plus mondain et chic de Paris durant la Belle Époque. Ensuite, après la Première Guerre mondiale, ça reste un endroit très fréquenté. Et alors, les Allemands adoraient, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on adorait Maxime. C'était Göring et ses copains étaient des piliers de Maxime. On aurait pu penser que le lieu serait fermé, pas du tout, et il continue d'exister, il existe toujours aujourd'hui. Et il y a beaucoup de lieux comme ça. Alors il y en a qui ont disparu, mais je veux dire, Montparnasse par exemple, vous avez toujours la Coupole, le Select, la Closerie des Lilas, où Lénine allait. Vous avez toujours... enfin, je crois qu'on est la seule ville au monde comme ça qui change aussi peu. L'an dernier, j'ai écrit un roman qui se passait en 1940 à New York. Il y a beaucoup de scènes qui se déroulaient au Stork Club, qui était un lieu légendaire où tout ce qu'il y avait de grands artistes, de cinéastes, d'actrices, d'écrivains new-yorkais se retrouvaient dans les années 30, 40, 50. Aujourd'hui, il n'existe plus, le Stork Club a été détruit. Donc, ils n'ont pas cette espèce de maniaquerie pour le passé de la nuit. Nous, on aime bien garder nos endroits. C'est assez curieux, quoi. C'est des choses comme ça qui m'ont vraiment intéressé dans... Sauf que très souvent, enfin, certains sont devenus des lieux très touristiques, quoi. Oui, Maxime, oui, c'est vrai. Maintenant, il y a des bus de touristes qui s'arrêtent. Mais il y a des tentatives régulièrement de relancer des soirées chez Maxime. Alors ça prend pas vraiment, mais... C'est une menace qui pèse sur Paris. De toute façon, ça, c'est une sorte de folklorisation, de mise en tourisme de Paris. Ça, c'est très net quand on vit à Paris, on le sent. Alors moi, je voulais encore vous poser encore une question. J'aurais aimé savoir ce que la nuit vous a apporté. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que vous avez été formé par la nuit? Est-ce qu'on peut dire ça? Et qu'est-ce qui est essentiellement, je dirais, le fait d'avoir traversé toutes ces nuits, qu'est-ce qui est constitutif? Qu'est-ce qui constitue une personnalité? Qu'est-ce qu'il en reste après, comme ça? Bon, j'essaie de répondre à cette question dans le texte de ce livre. D'abord, au départ, sans doute, j'ai une fascination qui est proche de la vôtre pour cette ambiance, cette lumière qui fait que les gens sont plus beaux, que comme parfois ils sont excessifs, ils sont plus libres, ils sont plus intéressants, et au fond, la journée, les gens travaillent, donc c'est moins gai, c'est moins esthétique. Sans doute, je dois avoir au départ une attirance esthétique pour la nuit, donc une attirance littéraire, bien sûr, par mes lectures, il suffit de lire Oscar Wilde ou Proust. Voilà, on a tout de suite cette attirance pour un monde qui est inaccessible et qui en même temps est différent de la vie quotidienne, quoi. Et c'est sûr, et donc après avoir lu Boris Vian aussi, et je sais plus où je voulais en venir, mais enfin en gros, ce qui s'est passé aussi dans ma vie personnelle, c'est que à l'âge de 13 ans, mon père m'a emmené chez Castel. Et comme ça, parce que les fils des membres avaient le droit d'y aller, et tout, donc on est allé dîner là-bas, et là j'ai vraiment eu un choc. Toutes ces femmes avec des boucles d'oreilles, très parfumées. J'ai trouvé que c'était comme un film, en fait. J'ai eu l'impression que dans ces lieux-là, la vie devenait romanesque, plus romanesque. Et ensuite, quand je me suis mis à écrire, ça m'a paru évident que c'était cet univers-là que j'avais envie de décrire. J'ai ensuite, pendant mes 3 ou 4 premiers livres, jusqu'aux nouvelles sous extasie, je ne parle que de la nuit. À partir de 99 francs,
sur les conseils de mon ami Houellebecq, je me suis mis à parler de ce que je faisais la journée. Il m'a dit, il y en a un peu marre, des histoires de discothèques, là. Donc j'ai raconté voilà, que j'étais concepteur-rédacteur dans une agence de pub et j'ai commencé à raconter mes journées. Mais auparavant, je pensais que ça n'avait pas d'intérêt. Au fond, je m'intéressais qu'à... Donc c'est l'aspect esthétique qui prime et peut-être aussi, le cinéma. Il y a beaucoup de films extraordinaires sur la nuit, de The Party de Blake Edwards à bout de souffle, qui, comme le raconte Antoine, le rappelle Antoine, c'est un film quand même, un des premiers films filmé avec des nouvelles caméras. Une pellicule qui permettait de... Enfin, Godard fait exister pour la première fois la nuit non reconstituée, parce que il y a eu énormément de films sur le Moulin Rouge, sur le French Cancan, où on reconstituait tout en studio, un magnifique film de Renoir. Mais pour la première fois, on voit en août 59 la nuit parisienne filmée sans éclairage supplémentaire, voilà, et tout d'un coup, comme un documentaire en fait, qui est permis parce que Godard invente avec Raoul Coutard une pellicule tellement sensible qu'elle lui permet de filmer la nuit sans rajouter, je dirais, le studio de cinéma. Et donc tout d'un coup ça apparaît, ça remet la jeunesse de l'époque, qui est quand même le sujet de Godard, dans son contexte. La jeunesse tout d'un coup évolue dans son contexte nocturne. Et vous dites aussi que Godard avait écrit, ça je l'ignorais totalement, un article dans les cahiers sur Roger Vadim en disant que Et Dieu créa la femme était un des seuls films qui parlait de sa génération et de son époque au moment où elle commençait à se libérer. C'est vrai qu'il y avait ça, il y avait les films de Vadim, il y avait mais aussi les films américains comme What's New Pussycat, où on voit Woody Allen qui danse chez Castel et qui danse cette fameuse danse, la Bostella, que nous on adorait danser au Cacas Club, où il y a un mouvement rapide, où on tape dans les mains et on est joyeux, et puis tout d'un coup un mouvement lent où il faut s'allonger par terre, donc on s'empile, une centaine de personnes allongées par terre, en se lamentant et en se plaignant de ses problèmes personnels. On fait pas ça, Blois. Voilà, mais il faudrait relancer la Bostella, parce que... Et je me souviens de cette scène où Woody Allen en profite pour aborder une jolie femme, je ne sais pas si c'est Ursula Andress, peut-être, et elle lui répond « Barre-toi, cloporte ». Voilà, c'est aussi parce que avec toutes ces séquences marquent une adolescence, quoi. C'est aussi bête que ça, mais c'est vrai que je ne sais pas si dans les autres pays on a autant écrit sur la nuit qu'en France. C'est quelque chose, c'est vrai que c'est un... Et puis autant de films sur le Paris nocturne, je ne sais pas combien il y en a eu de réalisés. Et les tricheurs aussi, de Marcel Carnet. Il y a eu justement, Paris, la nuit, c'est une image cinématographique, c'est l'image télévisuelle. Je me demande si le dernier lieu de la nuit parisienne n'est pas le plateau de télé. Il y a eu un moment enregistre quoi. Oui, ça c'est triste, non, ce serait vraiment triste. C'est un peu ça, quoi. C'est 23h à 2h du matin. La diffusion, oui, mais pas l'enregistrement. L'enregistrement est le jeudi après-midi. C'est l'après-midi. Oui, et ça finit un peu tard, mais non, je dirais qu'on pourrait plus rendre hommage à Ardisson, qui a tourné des émissions au Bain, puis au Palace, et dans des conditions qui étaient proches de celles de la vie nocturne. Oui, et avant, alors Ardisson, on n'aime pas du tout qu'on rappelle ça, mais il n'était pas le premier. Il y avait eu Philippe Bouvard qui faisait des émissions en direct dans des bars. Et puis aux États-Unis, une émission qui s'appelait TV Party, animée par Glenn O'Brien, où c'était extraordinaire. C'était pendant la période punk, il recevait Blondie, il recevait des écrivains shootés, enfin c'était assez incroyable sur le câble à New York. Et Glenn O'Brien lui-même s'inspirait d'une émission culte animée par Hugh Hefner, le fondateur de Playboy, qui avait lieu chez lui, dans la mansion, la Playboy Mansion à Beverly Hills, où il recevait par exemple Sharon Tate, et puis tout d'un coup ils étaient tous en smoking, et puis ils se levaient, et il y avait Fleetwood Mac qui jouait de la musique dans un coin, enfin... Ça évidemment, ça, si les émissions de télévision ressemblaient encore à ça, ce serait merveilleux.
Monsieur, je vous vois depuis tout à l'heure lever le doigt, comme à l'école, c'est très sympa, mais vous voulez intervenir, on va vous tendre un micro. Est-ce qu'il y a un micro? Oui, merci. Parce que ça me gêne de vous laisser comme ça, le doigt levé. Bonjour. Pour la circulation, c'est pas bon. On vous entend pas bien, pardon. Je voudrais citer un très bon documentaire que je viens d'acheter il y a 1 heure à l'ENA, qui s'appelle « Il est minuit, Paris s'éveille », sur les cabarets des années 50, tout à fait remarquable. Normalement, il fait 1h30, là, il fait 5 heures. Et je voudrais citer un très bon film des années 70 qui s'appelait « Extérieur nuit ». Un des premiers films d'André Dussolier, je crois. C'est un film de Jacques Brel. Je voudrais citer la très bonne série de Paris Première qui s'appelle Paris Dernière, qui serait intéressante à décrypter sur toute la durée. Et je voudrais citer les très bonnes émissions, autant au France Inter faisait de bonnes émissions il y a 30 ans, qui étaient des émissions de Jean-Luc c'est moins bien maintenant. Serge Vaillant, remarquable. Et quelqu'un qui a complètement disparu, mais qui était remarquable aussi, qui était Jean-Charles Achkero, qui s'appelait Les Choses de la nuit. Absolument. Merci, Décide. Monsieur, je peux me permettre, vous êtes non-voyant. Pour la nuit, on est dans le vif du sujet. La nuit représente quoi pour vous? Est-ce qu'on peut redonner le micro à monsieur, s'il vous plaît? Que représente la nuit pour vous? J'aimerais bien. Malheureusement, je ne vis pas à Paris, mais quand je suis à Paris, c'est la possibilité de voir. Moi, je suis plutôt intello, je suis plus orienté vers les fêtes intello, comme la Nuit Blanche ou autre. Mais voilà, c'est pouvoir sortir et avoir des activités culturelles. Et vous pensez que la nuit, c'est un lieu de rendez-vous où on peut échanger, oui, débattre? Je voudrais citer en ce moment la très bonne pièce au Lucernaire, Kiki, qui représente bien cette sur Kiki de Montparnasse. De 1920. Voilà. Et à Châtillon-sur-Seine, en Côte d'Or, à côté de chez moi, c'est pour ça que j'en parle. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Un autre aspect peut-être amusant, c'est le roman de Stevenson, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. L'idée qu'on se transforme la nuit, qu'on n'est pas la même personne la nuit, que quelqu'un qui est très rationnel le jour devient un monstre, une créature maléfique. Ça, c'est quelque chose qui, même avant Stevenson, remonte à toutes les légendes, tous les contes fantastiques. Dracula ne supporte pas la vue du jour. Dès que le soleil se lève, il retourne dans son cercueil, etc. Je crois que c'est aussi quelque chose qui est ancré dans nos esprits, dans notre inconscient. Voilà, comme si tout d'un coup, dès que la nuit tombe, les choses changent, les gens changent et tout devient permis. Ce qui me plaît dans l'idée de Paris, en fait, c'est la fidélité à certaines adresses. Et finalement, les noms sont associés à des adresses. Il y a la conversation avec Albert Cossery, qui vit depuis 50 ans dans le même hôtel, enfin, rue de Seine, et c'est son lieu de vie, c'est son espace. L'adresse, c'est lui. Et c'est très étonnant d'avoir cette fidélité. Bon, il y a eu évidemment le marquage Hemingway qui est à sa table, etc. Mais Cossery, que vous rencontrez, qui a été opéré, qui a plus de voix, et pour la retranscription, c'est bien. C'est un grand moment. Il n'était pas obligé, mais lui, il avait sans doute une nostalgie du Saint-Germain-des-Prés de l'après-guerre, où il avait connu tout le monde, Vian, Gréco, Miles Davis, Camus, Sartre et Henri Miller. Et je pense qu'il avait choisi d'avoir presque une vie monastique dans cet endroit. La Louisiane. Oui, voilà, c'est ça, c'est l'hôtel La Louisiane. L'hôtel La Louisiane où il a vécu une 50aine d'années, mais dans une chambre vraiment très très étroite. C'était presque comme une réclusion à perpétuité volontaire. Et toute son œuvre consiste à évidemment faire l'éloge de la liberté par la pauvreté. La dernière chose, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un lieu à Paris où se fomente la France de demain, où s'échangent les idées, les projets porteurs d'avenir? Non. Mais il y a un endroit moi, que j'aime bien qui s'appelle le Montana. C'est un hôtel, rue Saint-Benoît. Ce qui est amusant, c'est qu'il a été lui aussi créé dans l'après-guerre. Et que c'est par exemple là que Juliette Gréco
à rouler une pelle à Miles Davis. Non, Ça- c'est la Alors la controverse historique. Alors, il a peut-être roulé deux. Hein. Peut-être. On va pas demander à Miles Davis, mais peut-être Et à Juliette. la Louisiane étant un hôtel, peut-être qu'avant l'hôtel, il y a eu une étape dans le bar. Donc et à l'époque, ça faisait scandale et tout ça. Et c'est vrai que c'est étonnant de se dire que ces endroits continuent d'exister. Alors aujourd'hui, évidemment, il a été entièrement refait. C'est à la fois une boîte de nuit, un restaurant et un hôtel. Et c'est compliqué, la porte est difficile, mais ce qui est intéressant, c'est que la personne à l'entrée ne sélectionne pas sur le pognon, mais plutôt sur l'allure. La moustache. L'allure. Oui, exactement, la moustache peut aider. L'allure, c'est indéfinissable. Vous pouvez être effectivement quelqu'un qui est extravagant, qui est original ou qui dit un truc drôle. Je crois que c'est ça que j'aime bien, moi. C'était comme ça au Palace, c'était comme ça aussi à la grande époque de Castel. Quand quelqu'un était séduisant, il entrait. Et c'était plutôt, voilà. Je trouve qu'un endroit où on ne laisserait pas rentrer les cons, ce serait la bonne définition d'un lieu de nuit fréquentable. Évidemment, peut-être qu'on ne me laisserait pas rentrer. Merci Frédéric. Frédéric Beigbeder, les conversations d'un enfant du siècle chez Grasset. J'allais dire les conversations d'un enfant d'un siècle. Mais, Le Cacas chez Assouline. Ouais. C'est vraiment un livre. Et les nuits parisiennes, Antoine Debec. Magnifique livre, richement illustré, comme disait Pierre Lapillé, au seuil. Merci à vous.